Alors, Greg Malagnon, je suis lieutenant, donc officier opérationnel à la zone de secours Hainaut-Est. J'ai 43 ans, je suis papa d'une paire de jumeaux et je suis pompier depuis bientôt 20 ans. Pourquoi tu es devenu pompier? C'est une longue histoire. Mon papa était pompier avant moi, donc j'ai baigné très très tôt dans les services incendie. C'est toujours quelque chose qui m'a passionné et je pense que naturellement j'ai été amené à aider les autres et j'aime ça. En fait, je veux me rendre utile. Quelle a été ton expérience la plus marquante en tant que pompier? Il y en a eu des marquantes très positives et puis d'autres un peu plus négatives. Je dirais que malheureusement la plus marquante, c'est quand j'ai dû sortir un enfant décédé sur une intervention. Et en positif? En positif, justement, c'est réussir à aider des gens qui sont parfois dans des situations très compliquées et un merci. Une maman qui après qu'on ait pris en charge son enfant sur une intervention ambulance nous a remerciés et on a eu un retour. C'est un petit garçon en fait qui s'était coincé la main dans une machine, donc on a réussi à le prendre en charge correctement, on a réussi à récupérer tout ce qui était abîmé. On a eu le merci de la maman et quelques temps après on a reçu un courrier écrit par ce petit garçon qui avait récupéré l'usage de ses mains justement, qui nous remerciait sur ce qu'on avait fait. C'est chouette ça. C'est bien d'avoir des suivis parfois inattendus comme ça. Mais c'est toujours assez rare et c'est super frustrant parce que malheureusement, on arrive dans un contexte qui est très dégradé. Les gens nous voient arriver comme des Superman avec super, on va le sauver, mais nous on n'est qu'un maillon de la chaîne. Et là, que ce soit dans la MU ou dans le pompier, mais à partir du moment où ils sont pris en charge par les services de secours, les services hospitaliers, là généralement le contact est brisé et c'est très rare qu'il y ait reprise de contact par la suite. Mais ça fait toujours plaisir et ça m'est déjà arrivé qu'on nous reconnaisse ou que quelqu'un revienne en cherchant à nous voir. Voilà, il y a une personne qui est là et elle demande après vous et puis on reconnaît la personne qui est vivante. Après, je ne sais pas si ça t'intéresse pour ça, mais moi j'ai une anecdote dans le privé qui est juste dingue. Je fais mes courses avec la maman de mes enfants. Mes enfants sont toujours dans son ventre, donc elle est enceinte. On se retrouve sur le marché de Charleroi, et là il y a un monsieur qui est derrière l'échoppe, donc c'est le directeur de l'échoppe, c'est un vendeur de légumes. Et cette personne fait un malaise. Donc le maraîcher, qui c'est son assistant ou son fils, je ne sais pas, demande de l'aide, demande à avoir quelqu'un qui vient. Évidemment, on a toujours une certaine réticence à intervenir parce qu'on n'est pas de garde et on sait que pour des petits bobos, on est très vite pris par le temps et voilà. Donc j'attends pour voir si c'est quelque chose de très important et puis je réagis. Et effectivement, je fais le tour de l'échoppe et quand j'arrive à ses côtés, la personne s'effondre. Donc ce monsieur fait un arrêt cardio-respiratoire. Donc je détecte tout de suite son problème, je fais un VES et j'entame relativement vite le massage cardiaque. J'appelle le 112 et comme on est en plein centre de Charleroi, tout s'emboîte très très vite. Donc il est resté 0 seconde sans qu'il y ait d'activité autour de lui, sans qu'il y ait d'activité cardiaque. Le SMUR est arrivé super vite, c'était quelqu'un que je connaissais, donc c'était beaucoup plus fluide au niveau de la communication. Et l'ambulance, il y avait mon cousin et une autre personne qui faisait partie de mon ancienne équipe. Donc pareil, ça a été pris en charge très très vite. Le jour même, j'ai appris que la personne avait survécu et je me suis fait arrêter 3-4 semaines après dans la rue, une voiture qui m'a bloqué la route. Donc moi je pensais à un carjacking, en fait c'est la famille de ce monsieur-là qui m'a retrouvé. Donc ils ont cherché dans la commune savoir qui j'étais, personne n'a pu m'identifier. Ils ont cherché via la zone de secours et les gens n'avaient pas eu vent de ça parce que, évidemment, moi je ne travaillais pas ce jour-là. Et donc via, ils ont réussi à me retrouver et ils ont apporté des cadeaux pour mes enfants vu que, comme j'ai dit, la maman de mes enfants était encore enceinte jusque-là, évidemment, de jumeaux. Et quelques temps après, quand on est retourné au marché, on a été accueillis par sa famille qui nous a dit voilà, il a très vite compris que là il était temps qu'il se calme parce que c'est un monsieur qui avait déjà été pompier plusieurs fois, c'était un bourreau de travail. Et donc il a dit maintenant c'est vous qui gérez, moi je ne gère plus rien. Par contre le monsieur qui m'a sauvé, il va être remercié à chaque fois qu'il viendra faire ses courses ici. Et donc j'ai eu des rabais sur toutes les courses fruits et légumes que j'ai fait pendant une très longue période. C'est génial, franchement. Mais du coup, c'est rare, comme tu disais, il n'y en a pas souvent. Pas beaucoup de retours. On n'a pas beaucoup de retours, en effet. Voilà, on va chez les gens, on traite le problème, ouais. Et puis 3-4 jours après, on reprend notre garde.
Et pour nous, le cycle continue et on continue à faire des interventions et à sauver des gens, mais il y a très peu de gens qui se présentent à la caserne en disant hey, oh, vous vous rappelez, c'est moi qui. Je suis encore vivant. Voilà, et je fonctionne bien. Ouais. C'est pas trop frustrant quand même? On le sait pourquoi on le fait et on ne le fait pas avec une attente de merci. On le fait avec le grand cœur. Quand le merci arrive, c'est tellement rare que parfois ça nous bouleverse. Enfin, moi, c'est pas rare où pourtant, on est des bonhommes et nous, on n'a pas le droit d'être ému et on peut pas pleurer. Mais il y a quand même une petite larme qui arrive quand ça arrive. Moi, je vois que tu as des tatouages. Est-ce que tu as des cicatrices, autres blessures qui viennent de tes interventions? Alors j'ai eu pas mal de bleus, j'ai pas eu de fracture heureusement, donc sur ma carrière j'ai eu quelques entorses, quelques coups de chaleur, il y a des choses qui me sont tombées dessus, donc j'ai été écarté mais des très courts moments. Les blessures que j'ai le plus régulièrement, c'est sur les mains, parce que voilà, on est amené à travailler, et puis le fait que je sois instructeur pour l'école, je suis souvent à travailler sur des portes pédagogiques et à manipuler des outils ou manipuler du matériel. Donc voilà, j'ai des mains un peu usées et c'est les plus grosses cicatrices de travail que je puisse porter sur moi. Et au niveau des tatouages, j'en ai quelques-uns. Il y en a qui sont des références à ma vie, il y en a qui sont pour moi un peu comme une amulette qui me préserve, donc je transporte mes petits anges, j'ai mes enfants sur moi, j'ai des dessins que mes enfants ont fait, que je me suis tatoué, et c'est un peu un petit rappel à la réalité, parce que parfois quand on est dans le dur, c'est bien d'avoir un peu quelque chose auquel se raccrocher pour se dire je sais pourquoi je dois effectuer ma mission, il faut que je m'accroche, je baisse pas les bras, je dois sortir les gens qui sont en difficulté, mais je dois surtout me sortir moi-même là-dedans. Et ta famille, elle en pense quoi de ce métier? Elle n'a pas eu le choix. Je suis pompier, à la base pompier célibataire, et puis les personnes qui ont traversé ma vie m'ont toujours connu pompier. Donc c'est pas un choix qui a été fait en étant comptable, et puis je me dis tiens, reconversion complète, et je repars là-dessus. Et puis il y a ma maman qui elle était évidemment mariée avec son pompier, donc elle comprend très bien mon choix. Et puis pour mon papa, lui, ça coulait de source, c'était une fierté de se dire voilà, mon fils, il emboîte le pas. Mon papa est rentré en 81 et moi je suis né en 81. Donc il s'était passé un an où lui était déjà en service. Ce qui fait que moi j'ai toujours connu ses collègues, ses copains, raconter ses histoires, et j'ai toujours vu ça avec comme un enfant, et c'est ce que je vois maintenant avec mes enfants. Ah ouais, il a dû être fier que tu prennes aussi le même chemin. Ouais, complètement. Ah ouais. Du coup, je vois ici ton tatouage sur le bras, c'est un Halligan, c'est ça? Exact. Alors, c'est pas que je me le suis tatoué pour me rappeler les chiffres, parce que quand je donne instruction, je me dis tiens, c'est quoi encore ces trucs? C'est que pour moi, c'est un outil qui représente vraiment le boulot de pompier, à l'image de ce que j'enseigne, donc la sauvegarde opérationnelle. Mais c'est un outil polyvalent, c'est un outil qui est pour moi indestructible, qui permet de réaliser une multitude de tâches, et lorsqu'on l'utilise bien, il peut avoir un effet surdimensionné. Et c'est comme ça que je vois le pompier. C'est un multifonction. Il doit être indestructible, donc il faut qu'il soit solide. Quand je dis indestructible, c'est pas qu'il est à l'épreuve de tout, mais en tout cas il doit être suffisamment robuste que pour pouvoir sauver des gens et se sauver lui. Et il est limité dans son gabarit, un peu comme l'outil que j'ai sur le bras. C'est pas forcément les plus grands qui sont les plus efficaces, et voilà. Donc c'est un petit rappel de voilà, j'ai ça sur le bras, je sais à quoi ça rime pour moi. Ça peut être à la risée pour d'autres et de se dire tiens, il se rappelle plus des chiffres, ou il trimballe son truc, mais voilà, ça me raccroche avec une petite manière à se dire ok, voilà, c'est mon petit talisman. Ouais. On est en Belgique. Est-ce que tu trouves que tes conditions de travail sont correctes mentalement, déjà par rapport au suivi? Parce que comme tu disais, il y a quand même des grosses interventions qui parfois peuvent être bouleversantes. Donc à ce niveau du côté psychologique, mais aussi au niveau physique par rapport à l'équipement. Je pense que oui, et l'avantage qu'on a vraiment maintenant dans la modernité de l'équipement qu'on connaît, donc, sans faire le vieux, mais en 20 ans, moi j'ai vu quand même pas mal de choses passer, il y a eu des évolutions qui ont été faites, et contrairement à ce qui se passait avant, où on achetait du matériel parce qu'il était le moins cher, il était le mieux vendu par le commercial, là maintenant on fait le choix de demander aux utilisateurs ce qu'ils en pensent. Donc on prend différents échantillons, en tout cas je parle pour ma zone, c'est comme ça que ça fonctionne. On demande aux utilisateurs leur avis, on contacte les industriels qui viennent proposer leur matériel,
Ils testent le matériel et c'est pas juste ah ouais tiens il fit bien, on va le tester en conditions réelles. Enfin là je montre un gant mais ça peut être une veste, une paire de chaussures. On va vraiment pousser au plus loin, je ne vais pas dire à l'extrême, mais voir comment l'outil va réagir sur les types d'interventions qu'on va devoir utiliser. Voilà. C'est clairement un crash test. Et là on va effectuer une sélection. Ça ne veut pas dire qu'on va prendre le plus cher ou le moins cher, on va prendre celui qui convient le mieux pour le boulot. L'avantage de cette pratique, c'est que les personnes qui vont l'utiliser vont pas râler sur le matériel qui a été choisi, vu que c'est eux qui l'ont choisi. Et vraiment, là, il y a une partie de responsabilité des industriels, enfin, il y a en tout cas une casquette à leur tirer, c'est que au lieu de produire dans leur coin, de se dire ok on va faire ça, ils l'utiliseront, ce qui était le cas avant, hein. On détournait des outils du jardinage ou du bâtiment pour le remettre en condition pompier. C'est vraiment soit des pompiers qui se sont dit l'outil n'existe pas, je vais le créer et on va pouvoir en faire quelque chose, enfin, qui sera vraiment adapté au boulot de pompier, ou alors je suis industriel, je veux que mon outil serve clairement aux pompiers, je ne connais pas leur manière de travailler, je vais me rapprocher d'eux et je vais les prendre comme conseillers. Et donc il y a des outils qui sont élaborés en collaboration avec des pompiers et généralement c'est des outils qui cartonnent. Après c'est pas rare qu'à l'évolution technique, donc si un outil a été créé et qui fonctionne bien, à partir du moment où il y a une nouvelle technologie qui arrive, il y en a qui ne se remettent pas en question et donc ça devient, le bon outil devient un peu plus vintage et donc moins utilisé. Et d'autres plus modernes arrivent. Et voilà, c'est pas une guerre commerciale, mais par exemple, je reprends ce que j'ai sur le bras, c'est un outil qui existe depuis 1948. Oui, finalement, c'est la base qu'on utilise tous les jours. On est en 2025, il est toujours là, ça tombe pas en panne, ça tient super bien. Et il y a encore personne qui a réussi à le renouveler dans ses paramètres. Oui, alors je voulais parler aussi du suivi psychologique après intervention. Est-ce que vous vous sentez soutenu parfois quand c'est difficile ? Beaucoup plus maintenant. Clairement, donc si on reprend l'historique sur 20 ans, et j'ai des collègues qui ont presque 40-45 ans de boutique maintenant, qui pourraient en témoigner, avant c'était marche ou crève. En tout cas c'est l'impression que j'en avais. C'était, si t'es touché par quelque chose, t'as un mental de chips, t'es pas fait pour être pompier. On s'est jamais trop intéressé à ce qui se passait dans la tête du pompier. On a toujours pensé que c'était des Superman qui étaient touchés par rien, qui étaient robustes, mais il n'y a rien à faire, on traîne tous des fantômes. Sur une carrière, il y en a qui vont passer au travers de toutes les difficultés et d'autres qui vont les accumuler. Mais l'évolution privée va de pair avec l'évolution de carrière. Donc, je prends un exemple. Moi, j'ai accumulé pas mal d'enfants au début de ma carrière. Alors, c'est difficile à vivre, mais je n'ai pas été impacté comme je le suis maintenant en étant papa. Voilà, clairement, tant qu'il n'y a pas d'écho avec notre vie privée, c'est quelque chose qu'on va pouvoir survoler. Mais à partir du moment où on tombe sur un tcho ou enfin un enfant qui a le même âge que le nôtre, qui porte le même prénom, qui a la même taille, la même coupe de cheveux, il y a des choses qui font écho et qui parviennent parfois à nous rendre une croûte. Une personne qui est bloquée, qui ne parvient plus à avancer parce qu'on rentre, c'est très technique comme terme, mais on est en stress. Syndrome général d'adaptation, il n'y a plus rien qui fonctionne et en fait on est complètement bloqué. Là maintenant, on a des outils pour désamorcer ça sur le terrain. Donc on parvient à prévenir les agents, donc ils sont éduqués lors des formations, notamment la formation préparation mentale opérationnelle, mais on a surtout l'accompagnement post-intervention. Donc les gens sont sensibilisés à des services comme l'appui psychologique aux intervenants, sur des interventions difficiles. Le chef de départ ou le chef de descente sur place fait appel à la structure qui vient, qui désamorce avec le groupe et ensuite qui désamorce individuellement avec chaque intervenant qui aurait pu être impacté. C'est des choses qui n'existaient pas avant. Avant, c'était chacun rentre chez lui avec son truc et il le porte. Et du coup, ça a impliqué qu'il y avait peut-être des déviances. Alors, l'humour noir des pompiers, il est connu évidemment. C'est une manière de passer au-dessus, mais c'est pas forcément tout le temps sain parce qu'il n'y a rien à faire, on traîne quand même un paquet de fantômes. Et l'aspect robuste du pompier, c'est un peu ça. Je suis un coffre-fort, je tiens tout à l'intérieur et je ne dis rien. Et je crois qu'il y a cette crainte, cette pudeur de si j'ouvre un peu la vanne, c'est pas quelques gouttes qui vont sortir, mais ça va être un fleuve qui va se déverser. Et clairement, c'est des choses qui doivent être dites et il faut que les gens soient sensibilisés au fait que c'est normal. On reste des êtres humains, on a le droit d'être impacté par des choses qui sont difficiles, sans forcément tomber dans le mélodrame, mais et on a besoin de le sortir aussi. Et ça, pour moi, c'est moderne, c'est nouveau et c'est normal.
Ouais, on parle de cicatrices qui sont visibles et on porte tous, et là je pense que les collègues qui pourraient passer après, ou moi en tout cas je peux déjà en parler, on a tous un paquet de cicatrices qui sont invisibles et parfois dont on ne détecte pas l'existence, et elles résonnent à un certain moment, on se dit waouh, ça, il y a un truc qui va pas. Alors parfois certains mettent un couvercle sur la casserole et se disent tant pis, je vais vivre comme ça, mais c'est pas sain. Parce que dans le milieu normal, tout va bien, mais si un jour projeté dans une intervention compliquée et dimensionnée, on pourrait se retrouver avec cette cicatrice qui s'ouvre et avec des difficultés à gérer l'intervention et voir sortir vivant. Donc voilà. Tu parlais des tatouages à l'image d'une personne qui est mariée et qui passe sa vie avec son alliance. Quand on la retire, ça laisse une marque. Ben pour les pompiers, c'est pareil, il y a tout un tas de matériel qu'on transporte qui laisse des marques. On a des chaussures hautes, il y a des mecs qui ont des marques sur les mollets ou qui ont des marques d'usure de poils. Je ne mettrai pas ça sur une cicatrice parce que c'est pas forcément une blessure, mais c'est une marque de tiens, t'es pompier, t'es comme ça, et puis il n'y a rien à faire. Le physique qu'on nous demande d'avoir fait qu'on est charpenté différemment. Alors il y a évidemment tous les gabarits, mais ça demande quand même à avoir un entretien physique et ça se détecte. Je dis pas que le comptable a son propre gabarit, mais normalement le pompier il est censé être un peu plus entraîné que la moyenne.